Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ces lieux qui ont fait la France, c'est le titre du nouvel ouvrage de François-Guillaume Laurin chez Fayard. Franck Ferrand s'en inspire aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce livre est un régal pour les amateurs d'histoire. On y parcourt le territoire à la recherche des traces marquantes de notre passé. Et parmi les sites visités, explorés devrais-je dire, par François-Guillaume Laurin, il en est un qui n'a pas laissé indifférent le Poitevin de naissance que je suis, le champ de bataille foulé par Charles Martel en 732. Nous allons nous y rendre nous-mêmes dans un instant. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Anaïs sur l'origine du nom de Paris. Bien décidément, la topographie, la toponymie sont à l'honneur cet après-midi. Pour le moment, nous mettons le cap sur les environs de Poitiers. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. « 732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. » Voilà le genre de phrase toute simple qui était autrefois, ou je dirais même naguère, enseignée et qui avait le mérite de la simplicité. Pendant des générations, on a fait de Charles Martel un défenseur de la chrétienté contre un islam en pleine expansion. Charles Martel, alerté par la progression vers le nord des musulmans d'Espagne, les fameux Sarrasins, serait descendu jusqu'à Poitiers au seuil de l'Aquitaine. Et là, le 25 octobre 732, grâce à une victoire implacable, décisive, il aurait stoppé la course des Arabes et les aurait réexpédiés en quelque sorte de l'autre côté des Pyrénées. Voilà la vision qu'on avait. Mais vous savez, dans l'histoire des hommes, rien n'est jamais simple. Et vous allez voir qu'en réalité, les choses sont nettement plus subtiles que cela. La bataille de Poitiers, si tant est d'ailleurs qu'on puisse identifier une bataille en particulier, n'a pas eu lieu à Poitiers. La date de 732 est peut-être à revoir. Les intentions de Charles Martel le sont sûrement. En tout cas, elles n'étaient pas aussi claires que ce qu'on a bien voulu dire. Quant aux conséquences de tout cela, elles ont été nettement plus nuancées qu'on ne pourrait le penser. Que voulez-vous, il y a comme cela des mythes fondateurs qui demandent à être réexaminés. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que nous ayons à l'esprit la période de l'histoire dont nous parlons, une période assez obscure. À l'époque, la monarchie mérovingienne est en pleine décadence. Le roi Théodoric IV ne règne que sous la tutelle d'une sorte de Premier ministre, on appelle ça un maire du palais, et le maire du palais à ce moment-là, c'est le fils de Pépin le Jeune, qui est donc maire du palais d'Austrasie. Si vous séparez la France en 4 quarts, si je puis dire, vous avez toute la partie est et même un peu nord-est, c'est l'Austrasie. Au sud de ça, vous avez la Bourgogne. Au sud-ouest, c'est l'Aquitaine. Et au nord-ouest, ce serait plutôt la Neustrie. Donc, le fils de Pépin le Jeune est un certain Charles. Il a été surnommé, en hommage à sa puissance, le marteau. On disait le Martel à l'époque. Charles Martel a 40 ans passés en 730. C'est un homme de pouvoir avisé, très ambitieux, qui non seulement vise à la réunification des royaumes francs de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgogne, donc, c'est-à-dire les 3 quarts de notre actuelle France, mais qui lorgne déjà en direction de l'Est, de l'Alémanie, en direction de la Frise au nord et surtout au sud-ouest de la riche et puissante Aquitaine. Or, ce qu'il y a de nouveau pour les Francs en ce début de 8e siècle, c'est qu'au-delà de l'Aquitaine, du côté de l'actuelle Espagne, se manifeste un nouveau conquérant très actif, le fameux Sarrasin. Ce terme de Sarrasin est dérivé du latin Sarraceni, qui lui-même vient du Sarrakenoi grec, et qui veut dire tout simplement les Arabes. Il faut vous dire que les Grecs pensaient à tort que les Arabes descendaient d'Ismaïl par Sarah, d'où ce nom de Sarrakenoi qui a donné les Sarrasins. On les appelait les Maures aussi, ça vient du grec Moroi, qui veut dire les hommes à peau sombre. En l'an 711, les Arabes, qui étaient déjà en possession de toute la moitié sud du bassin méditerranéen, ont franchi Gibraltar, le Djebel al-Tariq, ça vient de là, Gibraltar. Ils ont conquis la péninsule hispanique à la vitesse d'une cavalerie au galop.
les musulmans donnent à toutes ces nouvelles conquêtes de l'autre côté du Djebel, du détroit, ils vont leur donner le nom d'Al-Andalus, c'est-à-dire le pays des Vandales. Ils n'ont pas oublié que 2 siècles et demi plus tôt, les Vandales étaient venus ravager tout le sud de la Méditerranée, hein, tout le Maghreb. En fait de Vandales, les Espagnols de l'époque ne sont en fait que des Visigoths. Il faut imaginer ces seigneurs visigoths, hein, ces seigneurs chrétiens complètement décadents à l'époque. Les populations en ont tellement assez de ces seigneurs qui font à peu près tout et n'importe quoi, qu'on va les voir accueillir la conquête arabe en partie comme une délivrance. Et ce, d'autant plus que, selon les habitudes du conquérant musulman, les habitants vont pouvoir conserver non seulement leurs biens, mais leurs juges, leurs percepteurs, même leurs prêtres, qu'ils soient chrétiens ou juifs. Très vite, les 5 provinces arabes d'Espagne vont prospérer dans des proportions inouïes. Il semble que la culture musulmane ait trouvé dans cette Andalousie un climat idéal pour elle. Un gouverneur arabe va jusqu'à écrire au calife de Damas à cette époque: ce pays, il parle d'Al-Andalus, hein, il parle de l'Hispanie arabe, ce pays vaut la Syrie par la douceur du climat et la pureté de l'air, le Yémen par la richesse du sol, l'Inde par les fleurs et les parfums, Aden par les ports et par les beaux rivages. On ne dit pas assez à quel apogée la civilisation arabe finira par accéder au soleil de Cordoue et de Grenade. Dès le premier tiers du 8e siècle, 80 grandes villes, 300 bourgades font la fierté de cette région. Il y a plus de 12 000 hameaux. On est donc dans une région d'Europe particulièrement peuplée, particulièrement prospère. Or, très vite, aux 5 provinces d'Espagne, vient s'en ajouter une 6e, de l'autre côté des Pyrénées, entre les Cévennes et les Corbières, ce qu'on appelait la Septimanie. Pourquoi la Septimanie? C'était le nom de la 7e légion romaine qui avait occupé cette province naguère. Après leur défaite face à Clovis, les Visigoths avaient renommé la région Gothie. Ils avaient installé un temps leur capitale à Narbonne. Eh bien, en 730 de notre ère, 112e année de l'Hégire, le calife de Damas place à la tête des 6 provinces arabes d'Espagne et de la Septimanie un guerrier d'exception, Abderrahman el-Khaliq Fiqi. C'est ce Abderrahman dont nous allons parler maintenant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Parmi les lieux qui ont fait l'histoire de France, il y a bien sûr Poitiers et sa célèbre bataille en 732 avec un homme important, Franck, Abderrahman al-Rafiki. Et oui, ce Abderrahman est un homme d'ordre, d'autorité. Il exige une obéissance parfaite de la part de ses subordonnés. Et quand je dis de la part de ses subordonnés, notamment de celle du chef berbère qui contrôle la Septimanie, donc au nord des Pyrénées. Ce chef s'appelle Moununza. C'est un drôle de personnage qui va jouer un rôle déterminant dans notre affaire. Il faut savoir qu'il était en concurrence avec Abderrahman pour l'émirat de Cordoue et que le calife l'a beaucoup déçu en lui préférant son rival. Depuis, il ne rêve que de vengeance. Il attend son heure pour détrôner Abderrahman et pour aller s'emparer du pouvoir à Cordoue. Évidemment, vous imaginez bien que l'autre n'ignore rien des menées de celui qui doit être théoriquement son subordonné. Ce Moununza est tellement ambitieux qu'il a l'intention d'étendre la Septimanie au détriment du vaste duché chrétien d'Aquitaine qui le borde à l'ouest et jusqu'à l'océan. Or, et c'est là que l'histoire devient un peu romantique, au cours d'une incursion en Aquitaine, Moununza s'était pris d'une fille naturelle du duc d'Aquitaine, le duc Eudes, la sublime Lampégie. Eh bien, contre toute attente, Eudes va consentir au mariage de Lampégie avec le berbère Moununza. Dans l'esprit du duc d'Aquitaine, il s'agit sans doute de désarmer un peu ces Sarrasins. Il ne fait pas trop la distinction, lui, entre ceux qui dépendent de Moununza et ceux qui sont directement rattachés à Abderrahman. Il s'agit donc de faire alliance avec eux, tout en se renforçant contre les grands ennemis du Nord, qu'il ne faut surtout pas oublier, qui bientôt vont jouer un rôle décisif dans tout cet équilibre, c'est-à-dire les Francs.
Mounouza pense de son côté que cette alliance le rend plus fort que jamais et devrait lui permettre de menacer directement son rival, l'émir de Cordoue. Mine de rien, c'est toute la situation qui va conduire à Poitiers qui est en train là de se mettre en place. L'émir de Cordoue, donc notre Abderrahmane, a compris que il est très malin, si je puis dire, il est parfaitement informé surtout. Il a compris qu'il ne fallait plus attendre s'il voulait mettre Mounouza hors d'état de lui nuire. La confrontation va avoir lieu au printemps 732. Voilà une date qui nous dit quelque chose. La confrontation a lieu à Pampelune et comme on pouvait s'y attendre, Abderrahmane l'emporte sans ambiguïté sur Mounouza qui du reste est tué dans un des affrontements. Notons pour la petite histoire que sa femme, la belle Lampégie, vous savez, va être faite captive et elle est emmenée par les hommes de l'émir. Elle est expédiée à Damas comme partie du butin, ce qui fait qu'elle va intégrer le harem du calife de Damas. Voilà quand même un destin incroyable pour cet enfant naturel d'un prince chrétien. L'émir Abderrahmane est donc victorieux de son rival. Le voilà maintenant seul maître des Sarrasins en position de force dans le sud de l'Aquitaine. Ça, c'est une occasion trop belle et que l'émir ne va sûrement pas laisser passer. Il décide de poursuivre la guerre contre les chrétiens d'Aquitaine. Cette fois, il s'agit pour lui officiellement de punir le duc Eudes d'avoir fait alliance avec un rebelle à son autorité. C'est d'autant plus facile pour Abderrahmane qu'Eudes est en train de guerroyer de son côté sur le front nord, toujours face à ces Francs. Il s'est porté sur la Loire au-devant des troupes de Charles Martel. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'y remporte guère de succès. Les guerriers francs ont fait mordre la poussière aux Aquitains et maintenant Eudes bat en retraite à toute allure et il vient de se faire battre par les Francs et voilà maintenant que les Sarrasins l'attaquent sur son flanc sud. À peine de retour à Toulouse, il lui faut affronter les morts de Cordoue comme on les appelle. Abderrahmane du reste ne l'a pas attendu. Il a déjà commencé la conquête de l'Aquitaine. Bientôt il sera maître d'Auch, puis de Bordeaux. Et dans le même temps, l'émir envoie tout de suite une armée vers l'est et c'est cette armée, vous savez, qui va remonter la vallée du Rhône, aller jusqu'à détruire Autun et mettre le siège devant Sens. Ils sont très très hauts les Arabes à ce moment-là. À l'ouest, les cités tombent les unes après les autres, Périgueux, Saintes, Angoulême. Je ne vous fais pas un dessin. Ce que les Sarrasins sont en train de faire, c'est se rapprocher, ils remontent irrésistiblement. Et le duc d'Aquitaine, Eudes d'Aquitaine, a très bien compris. Il est en train de fuir, lui, d'une façon assez piteuse d'ailleurs, façon humiliante et catastrophique. Il a bien compris que ce que cherchent à faire les Sarrasins, c'est se rapprocher de ce qui fait figure à l'époque, non seulement de capitale spirituelle de toute cette partie des anciennes Gaules, mais qui fait figure de ville extrêmement riche. C'est la basilique de Tours, bien entendu. C'est Saint-Martin avec son pouvoir et avec sa richesse. Donc Eudes, tout honte bu, court se réfugier chez son ennemi à Paris, chez Charles Martel. Il jure tout ce qu'on veut pourvu que le chef des Francs accepte de mener son armée contre les Sarrasins. Et de son côté, Charles Martel est bien forcé d'admettre que les frontières méridionales de sa Neustrie sont de plus en plus menacées. Pour le maire du palais, cet appel au secours est une véritable aubaine, et d'autant plus que le conflit territorial se double à l'évidence d'une guerre religieuse. Il faut savoir qu'à l'époque, Charles Martel est en délicatesse avec le pape Grégoire II. Et il se dit qu'une victoire contre l'émir de Cordoue aplanirait bien des difficultés sur ce chapitre. Charles a pris sa décision, il va se faire le bras armé du Christ, en même temps que le champion des Aquitains, ce qui n'était pas du tout une évidence. Il va lever une armée, mais alors quand je vous dis une armée, un host gigantesque de l'Elbe au Danube. Il lève cette armée qui rappelle les anciennes légions romaines, et sitôt que cet host est réuni, il se met en marche vers le sud. Le voilà déjà qui franchit la Loire à hauteur d'Orléans. Que sait-il à ce moment-là des intentions de l'émir de Cordoue? Encore une fois, il est aussi au fait qu'Eudes à propos des ambitions d'Abderrahmane qui vise à l'évidence ce sanctuaire de la monarchie franque qu'est la basilique Saint-Martin de Tours. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui jusqu'à 15h sur Europe 1, nous nous intéressons à ces lieux qui ont fait l'histoire de France et notamment Poitiers, ou plutôt entre Poitiers et Tours en 732, Franck. Exactement. Et pour Charles Martel, il n'est pas question de perdre une heure. Il doit être à Tours avant les Sarrasins. L'armée franque avance à marche forcée. Elle passe au niveau de l'actuelle Amboise. Elle met le camp devant Tours, qui à l'époque est encore intact. Et puis, la voie étant libre, eh bien, Charles descend un peu plus vers le sud. Il dépasse Ingrandes et il semble qu'il établisse son camp. Je dis il semble, parce qu'on ne peut pas l'affirmer absolument, probablement au nord de Poitiers, entre la Vienne et le Clin. Les Sarrasins, eux, ont déjà atteint Poitiers. Ils ne sont pas entrés vraiment dans la ville, parce qu'elle était fortifiée très efficacement, mais ils ont mis au pillage la basilique Saint-Hilaire-le-Grand, qui se trouvait à l'époque hors les murs. Ils ont incendié tout ce faubourg de Poitiers, qu'on appelle le faubourg de la Tranchée. Après cela, ils ont appris l'arrivée imminente des Francs, c'est-à-dire qu'ils se sont remis en marche, et voilà maintenant ces deux armées de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, à l'époque c'est considérable, ces deux armées prêtes à s'affronter. Nous sommes à la veille de ce qu'on appellera la bataille de Poitiers, et qui dans les chroniques de France entrera comme un symbole de la résistance chrétienne face à l'invasion musulmane. Alors c'est ici que je vais citer François-Guillaume Laurin, parce que l'historiographie, c'est-à-dire la façon qu'on a eue de raconter cette bataille, a beaucoup évolué avec le temps. Il faut vous dire que pendant très longtemps, on n'a fait aucun cas de cette bataille de Poitiers. Les Capétiens ont repris la main, nous dit François-Guillaume Laurin. Pourquoi ferait-il l'apologie du fondateur de la lignée qu'ils ont supplanté? L'Église s'en mêle aussi. Les ecclésiastiques ne pardonnent pas à Charles Martel, un bâtard, ses violences présumées sur les évêques et leurs biens. On ne s'attire pas impunément les foudres d'une institution qui tint longtemps les registres de l'histoire. Bien plus tard, Voltaire en voulut aussi à Charles pour d'autres raisons, exposées dans son essai sur les mœurs. Sous les Lumières, le barbare n'est plus celui que l'on croit. Les rustres se trouvent chez les chrétiens et non chez les musulmans, dont la civilisation au 8e siècle est jugée bien plus avancée. Selon le prophète de Ferney, donc selon Voltaire, Poitiers fut une régression. Il faudra attendre Chateaubriand pour que la bataille reprenne du poil de la bête. Dans son génie du christianisme, François-René se laisse aller à quelques élans lyriques sur ce chant où Dieu était de notre côté, dixit Chateaubriand. Pour lui, la chrétienté a été tout simplement sauvée. Ce jour-là, c'est la version qui va prévaloir, disons-le, pendant une grande partie du 19e siècle. Guizot parle de la lutte de l'Église contre le Coran. Il nous dit même que la civilisation du monde dépendait de l'issue de cette bataille. Ce à quoi Anatole France refuse absolument de souscrire. Lui, au contraire, prend le contre-pied. En fait, je vous l'ai dit, les sources concernant la bataille de Poitiers sont des sources tardives, lacunaires, sujettes à caution, à tel point que certains auteurs contemporains, je pense à Emmanuel Berle, ont tout simplement estimé que cette bataille de Poitiers n'avait pas eu lieu du tout. J'avais à ce même micro présenté il y a quelques années un ouvrage de Nasser El-Boutamina qui reprenait la même idée et qui expliquait qu'en fait, on avait postérieurement au 11 et 12e siècle synthétisé dans une bataille de Poitiers ce qui était en vérité une collection d'escarmouches entre Charles Martel et les Sarrasins, mais même, nous disait Boutamina, entre Charles Martel et les Aquitains qui souvent ont surtout fait les frais de sa puissance et de ses ambitions et de son appétit territorial. C'est une des hypothèses. Il y a une autre hypothèse qui prévaut actuellement chez les historiens et je m'empresse de dire que je n'y crois pas à celle-là. On nous dit que les Arabes avaient simplement l'intention de faire une razzia. Ils avaient pris Bordeaux, ils voulaient attaquer Tours pour s'enrichir en quelque sorte et faire demi-tour. Je regrette, mais lorsqu'on voit ce qu'était le plan d'attaque général d'Abderrahmane, lorsqu'on voit les différentes armées qu'il envoie notamment dans la vallée du Rhin pour remonter, vous avez vu, je vous l'ai dit, jusqu'à Sens, il est quasiment impossible de croire à cette théorie de la razzia. Pardon, messieurs, mais moi, en tout cas, je n'y crois pas. Ce qui est certain, c'est que la bataille va demeurer très incertaine, très nébuleuse. Vous
vous comprenez que j'ai beaucoup de questions à poser à François-Guillaume Laurin. Il nous dit, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, que cette bataille de Poitiers n'a pas eu lieu à Poitiers. Ça, on en est certain en tout cas. Étrange destin, nous dit-il, que cette ville associée à des combats qu'elle n'aura pas connus mais aimantés, le sang a coulé à l'ouest, au sud et au nord-est. Et oui, c'est vrai que la première bataille, celle de 504 avec Clovis, a eu lieu à Vouillé-la-Bataille, donc à l'ouest de Poitiers. L'autre bataille, celle de 1356, celle de Jean le Bon, vous savez, Jean Ier contre le prince noir, père gardez-vous à gauche, père gardez-vous à droite, a eu lieu à Noyer-Maupertuis, donc au sud de Poitiers. Et celle qui se trouve là entre les deux, en 732 ou 733, se trouve au nord-est de Poitiers, à côté de Vouneuil-sur-Vienne, dans un petit village qui s'appelle Mousset-la-Bataille. Mousset, où depuis 1999, on a décidé de se souvenir de l'événement. Bonjour François-Guillaume Laurin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler un tout petit peu de Poitiers et puis de tout le reste, parce que le moins qu'on puisse dire est que votre livre est très riche. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, nous nous baladons à travers ces lieux qui ont fait l'histoire de France, ces lieux qui ont fait la France. C'est un livre signé François-Guillaume Laurin, romancier et grand reporter au Point, où vous êtes également responsable de la rubrique Histoire, et c'est votre invité, Franck Ferrand. Alors, il faut dire, François-Guillaume Laurin, que comme pour d'autres batailles, et on pense forcément à Alésia, mais pas seulement, on n'est pas tout à fait certain du site où s'est déroulée la fameuse bataille de l'automne 732, que certains placent en 733. Il y a même des historiens qui disent 739. Bref, on a beaucoup parlé de Ballon-Miré, notamment juste à côté de Tours. Vous dites que c'est probablement Mousset quand même. Hein. Oui, mais du fait du problème de localisation pendant très très longtemps, du coup, comme il n'y a pas de lieu, le symbole a pu envahir en fait. Du coup, cette bataille a été récupérée un peu par tout le monde. Vous arriviez au 19e siècle, la République, au moment où elle colonise l'Algérie, elle reprend. Elle recommence. Puisqu'il s'agit de battre à nouveau les Arabes. Et puis au 20e siècle, la résistance pendant la guerre, il y a un groupe qui s'appelle Charles Martel, mais aussi l'OAS, après, dans les années 60, un groupe d'extrême droite terroriste dans les années 70, les socialistes au moment d'arrêter les magnétoscopes japonais, c'est le plan douanier 732, Bruno Maigret. Donc, il n'y a pas de lieu, donc on peut se servir. Et puis, comme vous le disiez, arrive 1999, où localement, et d'ailleurs, c'était une constatation moi, que j'ai fait en faisant ce livre, c'est la puissance et le besoin aussi de cette mémoire locale dans toutes les provinces de France. Il y a une association, une mairie qui décide, je crois à bon droit, de dire, voilà, c'est ici, on va construire un lieu. On est donc dans le triangle entre Le Clin et la Vienne. Le Clin et la Vienne, et donc on va faire un musée en plein air, assez œcuménique, où on réconcilie... Oui, alors, vous dites assez œcuménique, le moins qu'on puisse dire est qu'il a suscité beaucoup de critiques, ce site. Moi, j'ai reçu des centaines, je crois que le mot n'est pas trop fort, de mails, de demandes, de lettres, etc., en me disant, mais aller sur place, c'est scandaleux, etc. Alors, je suis allé sur place, j'ai trouvé ça un peu étrange, je vous le dis, mais pas scandaleux. C'est-à-dire que ce à quoi on n'est pas habitué, c'est que l'islam est mis en valeur, disons, sur un site où l'on penserait qu'a priori, on va faire tout le contraire. Mais c'est très bien, on n'est plus dans la vision antagoniste, on a la chrétienté contre l'islam. Et moi, le hasard du reportage, le hasard du documentaire, quand j'y suis allé pour rencontrer le maire de Mousset-la-Bataille, c'est que les seuls visiteurs, ça a été des 8 doctorants algériens qui sont en échange à Poitiers et qui ignoraient d'ailleurs ce passage de leur histoire. Et j'ai pu discuter avec eux. Disons que c'est un lieu explicatif, mais qui permet au moins de débattre. Après, il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées. Il y a le couscous qui voisine avec le chabichou. Voilà, dont on dit d'ailleurs le chabichou qu'il aurait une origine arabe. Mais vous savez, moi qui viens de Poitiers, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Morins, de Moreau, de Morisset, de Morisseau dans la région. Parce qu'on a dit que Charles Martel avait fait beaucoup de prisonniers, ça c'est certain, et donc les avait
essayer de les tuer à petit feu en les lâchant dans les marais. Ils ne sont pas tous morts, ils ont époussé des filles locales et donc il y a une descendance. En tout cas, ce qu'on doit pouvoir dire à minima, c'est qu'en essayant peut-être, en s'essayant à l'œcuménisme, les personnes qui ont réalisé ce centre d'interprétation sur place sont peut-être tombées dans un certain nombre de travers du temps. En tout cas, ce site nous en apprend autant sur notre époque que sur la bataille de 732. Voilà, on doit pouvoir dire ça. Est-ce qu'il y a du côté de Ballon-Miré ou ailleurs des gens qui se réclament de Plus Poitiers? mollement, on sent que les arguments sont moins convaincants et donc que là, Moussé-la-Bataille a un net avantage qu'il pousse, parce que c'est une manière aussi de faire vivre la région, d'essayer de faire vivre près du Futuroscope, ce qui est très difficile. Bien sûr. Donc ils ont un peu de mal. Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, ça c'est un ouvrage comme on les aime, c'est que vous faites des reportages en vérité. Oui. Vous ne vous contentez pas de nous raconter les différents lieux qui ont fait l'histoire de France. Vous allez sur place, vous nous racontez le temps qu'il fait, les gens que vous rencontrez, les découvertes que vous êtes amenés à faire. Ça c'est passionnant, c'est une enquête qu'on fait à vos côtés. Oui, le livre est un peu né d'une visite un jour à Rotonde, le musée de la Clairière, que tout le monde connaît. La Clairière où ont été signés les deux armistices de 1918 et je vois dans une vitrine les deux rampes et une enseigne du vrai wagon. Et puis donc on nous explique que c'est le faux wagon qu'on voit. Et tout, parce que le vrai a été détruit à Berlin, si je m'abuse. En Thuringe, pardon, et on a toujours dit que c'était les nazis qui avaient détruit ce wagon. Et en discutant avec le directeur du musée, je suis après allé en Allemagne et je me suis rendu compte qu'en fait, un lieu, on a tous fait cette expérience. C'est-à-dire, quand on va dans un lieu d'histoire, l'histoire est passée. On arrive toujours trop tard. Ouais, ça. Donc, il reste plus ou moins des vestiges, des traces, et on se pose des questions. Autre exemple, Don Rémy. Vous arrivez devant l'église, on vous dit que c'est le lieu de naissance de Jeanne d'Arc. On vous dit que c'est l'église où elle était baptisée. Vous avez la maison, on vous dit que c'est la maison. Mais est-ce que c'est vraiment la maison? La basilique en haut, énorme, une sorte de Sacré-Cœur dans la Meuse. Et vous avez plein de questions. Pourquoi? Comment? À quel moment? Et voilà, c'était le principe de ce livre. J'adore l'histoire, évidemment. Je suis aussi romancier, obsédé par les traces. Marignan? Allons-y à Marignan, qu'est-ce qui reste? Justement, on va y aller parce que j'aimerais qu'avant de venir à tous les autres lieux, parce que vous nous parlez de chapelles, de châteaux, de lieux industriels, de toutes sortes d'endroits, même littéraires. La France a été faite par ces... Mais restons un instant sur les batailles, puisqu'on a commencé par la bataille de Poitiers. Alors, vous êtes sorti du territoire pour aller à Marignan. Il ne reste pas grand-chose à Marignan, il faut expliquer ce que c'est qu'aujourd'hui Melegnano. Non, alors Marignan, c'est la grande banlieue commerciale de Milan. Avec un centre commercial terrible. Alors la seule chose française qui existe, le seul témoignage, c'est un carrefour. Ben voilà, oui. Et sinon, quand même, à l'entrée du cimetière d'une grande ville, parce qu'il faut expliquer aussi que la bataille de Marignan n'a pas eu lieu à Marignan, que de toute façon Marignano ce n'est que la déformation de Melegnano, recopié le soir de la bataille par François Ier. C'est à l'entrée du cimetière 2 colonnes qui sont les seuls vestiges mis en place par François Ier, un couvent, et voilà tout ce qui reste. Et ce qui est amusant, et ce qui est, je crois, emblématique du peu d'importance que les historiens ont prêté, et la France parfois a prêté au lieu dans l'écriture de l'histoire, c'est que Marignan, on sait tous que c'est 1515, on sait très peu de monde, moi j'avais fait un sondage avant d'y aller où ça se trouvait, et puis surtout, sur place, on penserait que les Français ont entretenu quelque chose. Pas du tout, ce sont les vaincus, les Suisses, qui au contraire, pour des raisons de mémoire nationale, entretiennent la mémoire. Donc voilà, c'est emblématique de l'ambivalence de certains de ces lieux, dont certains sont carrément mythiques. Je pense à Valmy, par exemple, la célèbre bataille, la première victoire de la République en 1792, mais sur laquelle on se pose beaucoup de questions. Quel est le moulin? En fait, on se rend compte que c'est le 4e moulin depuis 1792 à être construit. Là, c'est l'idée aussi d'un mythe qui a suivi les aléas très liés à la fondation de la République en 1792 et qui donc a suivi les aléas d'une République plus ou moins fière d'elle-même. Donc il y a des hauts et des bas, mais c'est une promenade. Les parents, les élèves font tous cette expérience. Les lieux
vous ouvre à l'histoire. C'est un livre, c'est parfois difficile d'accès, ça reste abstrait peut-être pour certaines générations, et vous emmenez vos enfants à Verdun, vous les emmenez à Saint-Denis, vous les emmenez à Montoire, pourquoi pas Montoire, un lieu là aussi complètement oublié de Hitler avec Pétain. Voilà, c'est une brèche. Vous pouvez rentrer plus facilement, vous vous posez des questions et donc vous avez des réponses. Moi, j'ai eu, grâce à des passeurs, en fait, toutes ces réponses. C'est ça qui est intéressant. Ce sont les rencontres que vous faites, bien entendu. Vous dites que lorsqu'on arrive sur un lieu d'histoire, c'est toujours trop tard et que l'histoire est passée, certes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que certains lieux ont un pouvoir d'évocation et que petit à petit, on a l'impression, pour peu qu'on ait un peu d'imagination, et vous, le romancier, n'en manquez certes pas, on a l'impression petit à petit de voir renaître peu à peu des événements qui ont tellement imprégné les lieux et les consciences, bien entendu, qu'ils sont en quelque sorte éternels. Ils ne sont ni du passé ni du futur, ils sont en quelque sorte. Et certains lieux sont des lieux marqués, sont des lieux magnétiques. Ce sont eux que vous avez choisi de nous faire visiter dans cet ouvrage qui s'appelle « Les lieux qui ont fait la France » chez Fayard. Alors, on peut dire évidemment qu'il y a beaucoup de batailles. D'ailleurs, vous allez sur le site de la bataille des champs cataloniques qu'on a complètement perdu, etc. Mais il n'y a pas que des batailles dans ce livre. Et ce que je vous suggère maintenant, c'est d'aller hors des champs de bataille, découvrir tous les autres lieux qui ont fait notre histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck, vous recevez François-Guillaume Laurin, romancier, grand reporter au Point et responsable de la rubrique Histoire, auteur de Ces lieux qui ont fait la France chez Fayard. Et parmi ces lieux historiques, il n'y a pas que des champs de bataille. Mais il y en a, non, bien sûr, loin de là, mais il y a tellement de ces lieux. Vous songez pas à faire un deuxième tome, d'ailleurs, François-Guillaume Laurin? Peut-être, si le premier séduit les lecteurs, mais en tout cas, j'ai une liste de 25 prêtes. Ah oui, voilà, parce que j'allais dire, c'est passionnant. Par exemple, vous nous emmenez dans les jardins d'Olivier de Serres. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il faut expliquer un peu où on est. Oui, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui fait un pays? L'agriculture, l'art et l'industrie. Donc, l'agriculture, c'était la ferme d'Olivier de Serres, c'est un peu le grand théoricien, et en même temps, il a mis en pratique, sous le règne d'Henri IV, c'est un protestant, un ardéchois. Et donc, il a acclimaté toutes les grandes cultures venues d'Amérique, la tomate, le riz, le tabac, le maïs, la cartoufle, ancêtre de la pomme de terre. Et puis aussi, il a démontré que le mûrier à soie pouvait être cultivé. On lui doit toute l'industrie de la soie en France. Et puis ce lieu a été détruit parce qu'il était protestant sous Richelieu, mais 3 siècles après, on a commencé à instaurer une école d'agriculture, un laboratoire d'agriculture, et dès qu'on a dans le même endroit, dès qu'on a creusé, on a refait un jardin, les anciennes pousses ont commencé à regermer. Il y a des lieux qui sont prédestinés. Voilà. Donc il y a eu aussi l'industrie. Moi, Decazeville, j'ai choisi Decazeville. J'ai hésité avec Longwy parce que Decazeville, c'est une création ex nihilo sur 50 km². La puissance de l'esprit, là. Cité sidérurgique à partir du duc de Cazes. C'est toute l'aventure industrielle du 19e siècle. On visite la maison de Niepce, Nicéphore Niepce, par exemple, l'inventeur de la photographie. C'est une histoire incroyable parce que j'ai rencontré là, cette fois-ci, le directeur d'une école de photographie parisienne qui a retrouvé cette maison où Niepce, pendant des années, a élaboré les premières photographies. Et la première photographie, qui a un destin incroyable, a été prise de cette fenêtre, de cette maison. Et il a tout remis en place. C'est un endroit, Saint-Loup-de-Varennes, au sud de Châlons, que je vous conseille de visiter également. Alors, il y a des lieux absolument emblématiques, incontournables de l'histoire de France. Vous avez parlé de la maison de naissance de Jeanne d'Arc à Domrémy, ça évidemment. Il y a l'épicerie, l'épicerie Sauce, où a été arrêtée la famille royale sur la route de Montmédy en 1791, à Varennes. Oui, il ne reste pas grand-chose à Varennes. Varennes, c'est un lieu paradoxal, c'est-à-dire tout a été détruit par la Première Guerre mondiale. Oui. Rien ne reste. Et en même temps, lors de la première, vous avez raison. Première, oui. Pas à pas, vous pouvez refaire les 300 derniers mètres de Louis XVI. Donc il y a quelque chose, là vous parliez des fantômes du passé, on est dans un endroit fantomatique. Et en même temps, on est aussi, et c'était cette rencontre avec un maire qui se bat, comme beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'élus, avec des problèmes d'aujourd'hui. Et donc, moi, ce que je voulais faire toujours, c'était un mélange entre la France d'aujourd'hui et
mon côté un petit peu rouletabille, je vais sur les traces du passé. Mais je recueillais aussi les témoignages de ces gens qui entretiennent, mais aussi ne pensent pas qu'au passé. Alors ça, c'est pour les sites, je dirais, connus. Vous nous parlez de Maillé aussi, hein, évidemment, Village Martyr. Moins connu, parce que je l'appelle l'autre Oradour-sur-Glane, parce que ce qui m'intéressait souvent, c'était de savoir comment on vit avec l'histoire, comment les habitants vivent avec l'histoire, comment à Montoire, lieu de la rencontre entre Hitler et Pétain, on vit avec cette honte. Et vous faites parler les gens, hein, c'est ce qu'il faut dire. Oui, je vais voir les commerçants, je vais voir un guide, je vais voir des gens qui sont encore témoins de 1940, qui étaient jeunes à l'époque. Comment on vit avec la honte qui vous est tombée sur la tête, vous n'aviez rien demandé. Maillet, c'est évidemment le massacre, et comment on vit avec la mémoire de ce massacre, à l'inverse de Oradour-sur-Glane. Ils ont reconstruit tout de suite, ils n'en ont pas parlé, mais la mémoire revient 60 ans après. Alors, à propos de la Seconde Guerre mondiale, vous parlez de Margival, vous dites que la forêt resplendissante s'y prête aux balades, mais très vite, on s'aperçoit que le cadre bucolique, dites-vous, cache un passé militaire dont le matériau privilégié est le béton. On en remarque une concentration inhabituelle, suspecte, dont l'explication tient en un seul nom, Hitler. Alors moi je suis parti souvent de mes ignorances et de mes étonnements. Je lis un jour que Hitler, on connaissait ses séjours à Paris lors de la visite du propriétaire en juin 40, et puis il est venu une semaine avant pour l'armistice, et je lis qu'il a fait un 3e séjour 11 jours après le débarquement, qu'il a convoqué là à Margival, qui était en fait le grand quartier général des communications sur le front ouest, 50 km², que des bunkers, une technologie la plus moderne qui soit. On pouvait téléphoner à Stalingrad, de Margival, à Berchtesgaden, à Berlin. Et là, il y a une discussion extraordinairement importante pour la suite du débarquement. Il n'écoute pas ses maréchaux, donc il s'enferme dans ses options. Et puis, le lieu redevient aussi très important 2 mois après. On parle toujours de sa demande faite à von Choltitz, le gouverneur de la place militaire de Paris, de détruire Paris. Vers le 22 août, on ignore complètement, moi je l'ignorais en tout cas, que 3 jours après, comme von Choltitz en fait, qui a raconté des histoires dans ses mémoires, qui s'est donné le beau rôle, n'avait pas les moyens de détruire Paris, en tout cas donc Paris n'a pas été détruit. Hitler est furieux, il téléphone à Margival, qui décroche. Le général Speidel, qui est l'adjoint de Rommel, mais qui est surtout l'ancien attaché militaire allemand à Paris, qui dans son bunker, donc immense bunker, a des vues de Paris. Il raccroche, il n'est pas question pour lui de détruire Paris. Mais là, il vient, et on le lit dans ses mémoires où il ne se donne pas du tout, au contraire, le beau rôle, on lit qu'il vient de détruire Paris, il vient de sauver Paris. Et ça m'a été raconté par une association qui a sauvé aussi un lieu qui a des mémoires, des couches de mémoire, puisqu'après c'est l'OTAN. C'est la 2e base de l'OTAN qui va arriver, puis c'est les commandos de l'armée française, et puis c'est cette association qui essaye de faire vivre cet endroit. Parmi les endroits tout à fait insolites, il y en a un qu'on connaît vraiment très peu, on est en Normandie, c'est Charleval, vous l'appelez le Chambord de Charles IX. Je me suis permis cette expression parce qu'il reste des dessins de Jacques Androuet de Cerceau, qui a fait tous les grands châteaux. 4 fois Chambord, c'était les proportions. Et j'avais lu comme ça au détour, j'ignorais complètement, que Charles IX, comme tous les rois, voulait construire son château. Il est mort très vite, on le sait, 2 ans après la Saint-Barthélemy, mais il reste une cheminée dans une salle communale, et puis les 2 pavillons de chantier, dont un jalousement gardé. Je n'ai pas pu accéder parce que le propriétaire actuel ne veut pas qu'on le voit, mais voilà, j'ai discuté avec un professeur de là-bas qui sait tout, parce qu'il y a toujours des gens qui savent tout, partout. C'est ça la constatation que j'ai faite. Il y a beaucoup de trésors et de lieux très connus dans notre patrimoine, mais il y a aussi beaucoup de lieux inconnus, et notamment de ces châteaux avortés ou abandonnés. Je pense à Monceau, enfin il y en aurait des quantités. Ou les Tuileries reconstruites en Corse. Par exemple, ça c'est une histoire que je voulais explorer. Un pavillon des Tuileries. 2 pavillons, et pas n'importe quoi, Delorme et Vollard, qui ont été rachetés en 1882, lorsqu'il y a eu la vente aux enchères. Par qui ? Par la grande famille corse ennemie des Bonaparte, les Pozzo di Borgo,
pour ressusciter le village anciennement détruit au XVIe siècle au-dessus d'Ajaccio. Et puis, bon, là aussi, c'est la fin du XIXe siècle. On a peur de rien, on construit des routes pour monter les tonnes et les tonnes de pierres qu'on réassemble petit à petit. Et puis, ironie de l'histoire cruelle, il brûle à nouveau en 1978, mais il reste encore de magnifique. Il y a tous les projets possibles et imaginables à faire autour de ce château. Oui, cette huilerie qui jouxtait le Louvre, vous me voyez venir, parce que vous avez appelé ce livre « Les lieux », ces lieux qui ont fait la France, mais on pourrait presque dire ces mythes qui ont fait la France. Et le Louvre, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça avait déjà été le cas au moment de la Première, avait essaimé en quelque sorte. Il y avait un certain nombre de statues à Valençay, il y en avait à Montal, et vous nous emmenez à Locdieu, dans l'Aveyron. Oui, alors ça c'est une abbaye-château qui a abrité la plus belle collection en dehors du Louvre, les 3500 tableaux du Louvre, à partir de juin 40. En fait, il faut expliquer juste que, d'abord, premier repli vers les châteaux de la Sarthe, grâce à Jacques Jaujard, qui est un personnage hors norme. Il faudra qu'on fasse une émission sur Jacques Jaujard. Et donc, il a ensuite, les Allemands arrivent, donc, des 5 châteaux convergent des camions qui arrivent vers une abbaye-château qui a été réquisitionnée par Jaujard dès 1939 pour diverses raisons. Sans doute, on croit savoir qu'un des gardiens du Louvre était originaire du lieu et la chapelle désaffectée permet de ranger siècle par siècle, elle est vide, tous les tableaux. Donc vous avez la Joconde, vous avez le radeau de la Méduse, vous avez les noces de Cana, et le propriétaire actuel me racontait, donc il était enfant, qu'il y a eu une exposition il n'y avait que 31 chambres, il y avait 250 gardiens qui arrivent avec leur famille, donc vous imaginez, il ne reste que les numéros des chambres au-dessus des linteaux, parce qu'ils s'étaient tous perdus dans ce cloître, et pour remercier la famille, pour remercier toute la population autour de Villefranche-sur-Ouer, on est près de Villefranche, une exposition comme ça, du jour au lendemain, après-midi, organisée par les grands conservateurs du Louvre. Et vous voyez contre les arbres la Joconde, vous voyez les grands tableaux de France. Et bon, ce lieu après va être abandonné pour Montauban parce qu'il est trop humide, il est près d'un étang. Et donc pendant 3 mois, voilà, c'est l'art français, tout l'art français est passé à cause de la guerre. Il nous reste 1 minute et j'aimerais terminer par une devinette, François-Guillaume Laurin. Si l'on parle du village de Sermage, a priori, qu'est-ce qui s'est passé à Sermage ? On a envie de dire pas grand-chose, quoique. Un jour de janvier 1981, François Mitterrand et 3 Volvo se sont arrêtés pour faire une photo dans les champs. Les habitants de Sermage n'étaient pas au courant, ils sont repartis et quelques semaines après, sur les murs de France, c'est près de Château-Chinon, voilà, oui. Ville mitterrandienne s'il en est, et quelques semaines après, sur tous les murs de France, il y avait le village de Sermage. J'ai retrouvé Jacques Séguéla avec le slogan « La force tranquille ». La force tranquille, et son assistante qui avait trouvé l'idée du village, et ça c'est une découverte que j'ai faite, en chinant au puce, en trouvant un calendrier du maréchal Pétain. Ça ne s'invente pas quand même. C'est le retour du refoulé. Et c'est ça, la France éternelle d'une certaine manière. Voilà, exactement. François-Guillaume Laurin, ces lieux qui ont fait la France, nous n'avons fait vraiment qu'effleurer la matière. Vous avez fait beaucoup mieux. Vous êtes allé sur place, vous avez rencontré les gens, vous nous faites vibrer au rythme de toutes ces époques, de tous ces mythes et de tous ces terroirs également, parce que c'est un livre de terroirs. Ces lieux qui ont fait la France, c'est édité chez Fayard.